Ce mercredi 27 septembre arrive dans nos salles The Creator, une sortie décalée par rapport à la période faste des blockbusters américains, c'est-à-dire les vacances d'été en gros. Il faut dire que Disney, qui est son distributeur, puisque c'est un film Fox, a désormais un agenda très serré et que The Creator, c'est un peu à part du reste de son gros catalogue. Non seulement en termes de ton, mais aussi en termes de production. Et c'est tout le paradoxe de ce film qui est à la fois hyper rafraîchissant en termes de divertissement de masse, mais aussi archi classique dans ses références. Hello tout le monde, permettez-moi d'interrompre mon collègue 2 petites minutes. C'est pour la bonne cause parce que je m'apprête à vous recommander 2 excellents films à découvrir sur Filmo, la plateforme de VOD dont nous sommes partenaires. D'abord, je saute sur l'occasion de vous parler de l'un de mes films préférés, qui n'est autre que Fanfan la Tulipe, un incontournable de la filmographie du réalisateur Christian Jacques, et surtout de ses comédiens Gérard Philippe et Gina Lollobrigida. Film de KPDP et l'un des premiers modèles du genre, Fanfan la Tulipe régale par ses scènes d'action aux chorégraphies presque burlesques et ses dialogues bourrés de tournures habiles et de bons mots. Oui, c'est un vieux film en noir et blanc, mais encore aujourd'hui, difficile de trouver aussi dynamique et moderne que Fanfan, d'autant que la performance charmante et bondissante de Gérard Philippe n'aura jamais été égalée depuis. Dans un tout autre genre, j'ai aussi envie de vous conseiller Blaze, un petit film indépendant que j'ai été agréablement surprise de retrouver sur Filmo après l'avoir découvert en festival. Très touchant et poétique, je préviens quand même que le film comporte des passages difficiles puisqu'il raconte l'histoire d'une petite fille témoin d'une scène de violence sexuelle suivie de meurtre et qui peine beaucoup à s'en remettre comme on peut l'imaginer. Avec des moyens originaux saupoudrés de fantastique, la réalisatrice Catherine Barton évite complètement d'être voyeuriste ou tire-larme et il donne la part belle à l'interprétation de la jeune Julia Savage, dont le père, lui, est interprété par Simon Baker. Ces 2 films et plein d'autres sont à retrouver sur Filmo, une plateforme de SVOD dont le catalogue de films est non seulement très riche, mais aussi renouvelé sans cesse et proposé en abonnement ou à la carte. Entre pépites méconnues, gros blockbusters et tout ce qu'il peut y avoir entre les deux, vous y trouverez forcément votre bonheur. Et ça tombe bien puisque Filmo propose 2 semaines d'essai gratuits suivis d'un abonnement à 6,99 € par mois, sans engagement. Et avec notre code ELFilmo, vous aurez même droit à 2 mois gratuits. Toutes ces infos sont dans la description de la vidéo et je rends la parole à mon collègue. Je suis allé le voir en projection avec Geoffrey, et c'est à ce propos que nos avis divergent. Pour lui, les influences évidentes du film, qui vont d'Asimov à Baby Cart, sont très bien digérées, mais le résultat est assez programmatique et on a du mal à s'attacher au personnage. Moi je suis pas d'accord du tout, déjà parce qu'à la fin j'étais un peu triste, voilà, et surtout parce que selon moi le récit cumule un peu les poncifs certes, mais il arrive toujours à trouver un moyen de les rendre intéressants. Alors je ne vais rien révéler sur l'intrigue, qui parle en gros d'un conflit entre intelligence artificielle et humain à travers le prisme d'un ancien soldat qui veut à tout prix retrouver sa femme, mais je trouve que beaucoup de fusils de Chekhov, donc les éléments ou objets laissés dans le récit pour être utilisés par la suite, beaucoup de ces éléments qui sont très basiques arrivent à nous surprendre quand on connaît exactement comment ils sont utilisés. Je pense notamment à la bombe collante ou même à l'usage d'une certaines technologies qui m'a touché, voilà, j'avoue j'ai un petit cœur qui bat. Ce côté c'est classique mais c'est malin, et ça fonctionne aussi en plus avec la guerre qui est au cœur des enjeux du film. Donc une guerre entre robots et humains, dans les faits on a déjà vu ça mais 10 000 fois, mais la dimension politique de la chose est assez bien amenée, notamment avec cette petite phrase qui implique le fait que c'est bien les Américains qui ont indirectement provoqué le conflit. Remarque qu'on pourrait faire à propos de pas mal de guerres modernes. D'ailleurs le film se déroule en Asie du Sud, donc le parallèle avec la guerre du Vietnam est évident. Vous aurez largement votre dose de méga explosion au néo-napalm, mais faut reconnaître que contrairement à l'écrasante majorité des blockbusters qui sortent en ce moment, il a pour lui de traiter l'événement avec un vrai sérieux. C'est pas une vague trame de fond pour faire joli, mais un vrai affrontement militaire et politique. Et surtout, on peut palper sa dureté quoi, parce que c'est relativement violent pour une production de cette ampleur. On n'est pas dans un blockbuster générique où personne ne meurt à l'écran, voire personne ne meurt tout court parce que les mecs détruisent la ville mais personne n'est mort. Ici la mort est ancrée dans le quotidien guerrier et on sent vraiment sa gravité. Et même s'il y a quelques traces d'humour, qui sont d'ailleurs assez réussies en plus, ça fait du bien de voir un blockbuster qui croit en ses personnages, en son histoire, et qui ne soit pas une sorte de vaste blague où plus rien n'a de poids. Bon voilà, ça c'est les points sur lesquels on n'est pas trop d'accord, et pour lire les arguments de Geoffrey d'ailleurs je vous conseille sa critique sur le site. Parce que même s'il est moins enthousiaste que moi, on se rejoint sur pas mal de trucs. Bon, tout le monde admettra que le scénario se permet de faire un peu de forcing des fois, notamment dans le climax qui est très sympa mais qui n'a pas trop de sens en vrai. De même que certains retournements de situation sont devinables après quoi, alors la scène d'intro, c'est pas non plus le plus futé de la rédaction qui le dit en plus. Mais on est aussi d'accord pour dire qu'à la longue, on en oublie un peu tout ça parce que certaines séquences sont franchement palpitantes et regorgent de bonnes idées. Et surtout, le point qui nous unit et qui nous donne envie de tout pardonner au film, qu'est-ce qu'il a de la gueule! C'est là qu'il est vraiment à part et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler. Parce que The Creator est un relativement petit film à l'échelle hollywoodienne. Déjà, il s'agit d'un scénario original. Alors, pour les plus jeunes qui nous regardent, un scénario original, c'est quand des gens écrivent une histoire sans s'appuyer sur un comic book ou sur un autre film. Et oui, c'est possible.
Et surtout, il aurait coûté 80 millions de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est probablement moins que Oppenheimer, que Babylon, que Blue Beetle, que Miraculous. C'est 70 millions de moins que le manoir hanté et seulement 10 millions de plus que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ouais. Bon, si je voulais tirer encore un peu plus sur l'ambulance, je vous aurais cité les super productions estivales dont on a déjà largement parlé sur cette chaîne, qui atteignent pour certaines les 300 millions de dollars de budget. Mais globalement, vous avez compris qu'on se moque ou qu'on se désole, ça dépend, régulièrement du mépris des studios pour les effets visuels et plus globalement de la tenue visuelle de leur production. Et The Creator remet les pendules à l'heure. Alors, comment c'est possible ? Eh bien déjà, le réalisateur connaît son sujet. En effet, ce cher Gareth Edwards vient bien des effets spéciaux à la base. Il a commencé sur des téléfilms à ambition instructive, notamment sur les séries Perfect Disasters et Heroes and Villains pour la BBC, deux séries sur lesquelles il a également officié en tant que réalisateur sur quelques épisodes, histoire de se faire la main. Mais son premier vrai exploit derrière la caméra, c'est bien sûr l'excellent Monsters, qui a pris tout le monde de court à sa sortie en 2010, nous compris d'ailleurs, et que The Guardian a surnommé carrément l'anti-Avatar. Monsters ressemble énormément à The Creator sur plein d'aspects. C'est une histoire de hard SF avec une love story sur fond de conflits politiques qui entrent en résonance avec le monde contemporain. Le style mélange des paysages naturels avec des touches de technologie et surtout c'est un film qui a l'air d'avoir coûté 50 fois plus. Le cinéaste a mis ses connaissances et son expérience en tant qu'artiste d'effets visuels pour anticiper tous les effets spéciaux au moment de réfléchir à la mise en scène et gagner le temps et l'argent nécessaires. Monsters a coûté, accrochez-vous, 500 000 $, et ce grâce à une équipe microscopique et une sacrée session de jonglage entre les postes. Edward était réalisateur, scénariste, production designer et il s'occupait des effets spéciaux, de tous les effets spéciaux, seul, dans sa chambre. Logiquement, il s'est fait mettre le grappin dessus par Hollywood et Legendary l'a embauché pour réaliser son reboot américain de Godzilla. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, car il se peut qu'on prépare une vidéo sur le sujet. Mais quoi qu'on pense de sa version, elle est visuellement magnifique. Bon, je m'attarde pas sur Rogue One parce qu'il y a eu plein de problèmes de production, donc c'est un cas à part. Mais le voir revenir à un projet comme celui-ci, ça fait plaisir. The Creator étant de toute évidence un projet d'importance moindre pour Disney, à côté de ses méga franchises, le cinéaste a donc pu appliquer les techniques expérimentées dans Monsters à une plus grande échelle. Il a donc fallu convaincre le coproducteur New Regency de l'utilité de sa méthode, à savoir de se passer au maximum de ces gigantesques sets à fond vert créés en studio et aller directement tourner dans des décors naturels. Dans un article de Slash Film, on apprend que l'équipe est allée dans 80 lieux de tournage, qui est beaucoup plus que la moyenne des films de cette envergure. L'idée étant donc d'investir l'argent habituellement alloué à la construction de plateaux au transport de ladite petite équipe. Ensuite, une fois que le montage était fait, c'est le production designer James Klein et les artistes d'effets visuels qui sont allés incruster les environnements futuristes dans les paysages. Et ça marche du tonnerre, même si, un coup d'œil au générique nous apprend aussi qu'ils ont eu recours un peu à la technologie Stagecraft, dont ce cher Antoine vous avait parlé dans une autre vidéo. Bien entendu, le film n'a pas intégralement été tourné de cette manière, le contexte de promo rajoute forcément un peu, mais c'est ainsi que l'équipe a économisé sur les coûts habituels des blockbusters et a fait tout ça pour 80 millions de dollars, tout en s'appuyant sur une direction artistique qui est en plus superbe. Parce qu'au final, c'est bien la direction artistique générale qui fait illusion. Ça contribue à instaurer une homogénéité dans le look du film, qui vient des effets du coup, mais aussi des designs qui sont hyper cohérents esthétiquement et narrativement. Je pense par exemple à ce vaisseau spatial en forme d'épée de Damoclès géante qui balaie avec un grand laser bleu la zone de guérilla. Bref, je sais pas vous, mais nous ça nous manquait ce genre de projet de SF bien foutu et divertissant. Et à une époque où les effets spéciaux ne sont plus des arguments en faveur des mastodontes hollywoodiens, ça fait du bien de voir un film qui se tient à une ligne esthétique précise et qui parvient à trouver un équilibre entre les possibilités d'un budget confortable mais pas tant délirant et des ambitions affirmées. Attention, cependant, je pense pas qu'il s'agisse non plus d'un blockbuster d'auteur ou je sais pas quoi, c'est juste très bien fait. Sa réussite vient même rappeler au monde que le très grand spectacle a encore sa place à Hollywood et ça tient toujours à la même chose, une direction artistique et des effets pensés avant le tournage et non pas après, et surtout pas à l'arrache 2 semaines avant la date de sortie. Coucou. Pour le coup, ça va être intéressant / déprimant de suivre son score au box-office, parce que si ça fonctionne après cet été où une bonne partie des grosses licences se sont vautrées, ça peut inspirer les exécutifs. Bon, par contre, si ça se plante, ça va pas aider notre misanthropie. Voilà, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi d'ailleurs. Un autre endroit où il y a plein de gens pas d'accord, c'est dans notre podcast. La deuxième partie de celui sur l'univers Conjuring débarque ce jeudi, et après ça, on s'attaque à un sujet autrement plus fun. Mais j'ai pas encore le droit de dire ce que c'est. À la prochaine!